Est-ce que vous avez l'impression d'avoir fait partie de l'histoire avec un grand H? Non. C'est la résistance. Ça n'a pas été très efficace. Ce n'est pas une merveille de stratégie. Vous n'êtes pas allé dans les classes pour en parler? Non. Franchement, je me lance un peu. Le premier acte de votre engagement, c'est le 11 novembre 40. Oui. Donc vous faites partie de ces lycéens, ces fameux lycéens qui vont à la manifestation de l'Arc de Triomphe? Oui, j'ai pas été jusqu'au l'Arc de Triomphe parce que les Allemands m'ont empêché, mais j'ai manifesté. J'avais eu connaissance de l'éventualité de cette manif au lycée. Charlemagne? Au lycée Charlemagne. Je rentrais en Matélème. Oui. Vous étiez un peu précoce. Hein? Assez précoce, oui. J'avais 15 ans et je rentrais en Matélème. Donc, et j'ai appris qu'il y avait une manif. J'ai vu des tracts ou un truc comme ça, enfin, où on m'en a parlé. Donc, à l'heure dite, c'est-à-dire c'était vers 5 heures qu'on devait y être, j'ai pris le métro et je suis parti là-bas. Alors, j'étais plutôt du côté de Delano Roosevelt, vous voyez, en bas. Et alors on s'est mis à crier, j'ai pu faire que ça, hein, parce que les Allemands sont arrivés et j'ai pas pu remonter sur l'avenue des Champs-Élysées pour aller à l'Étoile. Alors on a dit beaucoup de choses, il y a eu quelques tirs d'Allemands, il y a eu quelques jeunes arrêtés, mais pas énormément. Hein. Quel était le discours dans votre famille, sachant que vous étiez juif, donc les premières mesures, les premiers statuts mon en père a toujours été de gauche. Oui. Et c'était un grand lecteur de l'Œuvre à l'époque, qui était le journal de Madame Tabouy. Oui. Et on a évidemment applaudi au Front populaire. On allait même à des fêtes qui avaient lieu à Cailleux, où on allait chaque année à Cailleux-sur-Mer. Et je me souviens qu'on a été à des fêtes du Front populaire, mais c'est tout. Hein. Il n'avait pas d'activité politique particulière, même pas du tout. Et puis la guerre est arrivée, que j'ai appris. On était encore à Cailleux, et on est resté à Cailleux. Oui. Et à l'attaque allemande, mon père est venu nous chercher en voiture, et on s'est replié avec l'idée d'aller le long de la Loire et d'embarquer pour l'Angleterre. Mais quand on est arrivé, il n'y avait plus de bateau. Ouais. Donc on s'est installé comment s'appelait ce bled ? Saint-Nazaire. Comment ? Saint-Nazaire. Oui, près de Saint-Nazaire, pas Saint-Nazaire, en face à La Baule ? Non, une petite. Non. Saint-Brévin-les-Pins. Ah, Saint-Brévin, d'accord. Saint-Brévin-les-Pins. Et j'ai même été. j'ai même passé ma première partie de bac, parce que c'était extraordinaire. La France était envahie, mais les lycées fonctionnaient tout à fait normalement. Et j'ai passé mon bac à Saint-Nazaire. Et puis on est revenu à Paris. Et puis à Paris, s'est déroulé ce que vous savez, les lois anti-juives, le caractère fasciste du nouveau régime. Donc, mon père a arrêté ses activités. Qu'est-ce qu'il faisait, votre père ? Il était représentant de commerce. Il était représentant d'une grande boîte de jouets et d'ustensiles de ménage. Okay. Et donc j'ai fait tout à fait normalement ma Matélème et philo d'ailleurs cette année-là. Oui. Et puis l'année suivante, je suis rentré en taupe. Enfin, ce qu'on appelait la taupe à l'époque, en mathématiques spéciales. Maintenant, on dit on prépare. Enfin,
suis rentré en prépa. Et en prépa, il y a eu un incident assez particulier. Un de mes oncles, par alliance, a été l'une des personnes arrêtées dans la rafle des notables. Les notables, des notables. En décembre 41. En décembre 41. Il a été un des premiers déportés, il est parvenu. Donc ça c'est... Vous, comment s'appelait-il? Comment Pierre Ignace. Pierre Ignace. D'accord. Alors il appartenait à une... Lui il était un simple employé de cette société, la société Bernard Lévy. La société Bernard Lévy qui était une grande société de marchands de biens. Mais les Bernard Lévy s'étaient déjà réfugiés en zone libre et ils avaient laissé Pierre Ignace comme représentant de la société. Et les Allemands avaient des programmes d'arrestation, ils sont venus arrêter un Bernard Lévy, mais il n'y en avait pas. Et il y avait Pierre Ignace, ils l'ont pris, puis voilà. Au bout de 3 mois, dans la taupe de Charlemagne, après l'arrestation de mon oncle Pierre Ignace, mes parents me mettent au lycée Louis le Grand. Ouais. Je quitte la taupe de Charlemagne et je rentre dans la taupe de Louis le Grand. Pourquoi pour me mettre à l'abri. Pourquoi vous êtes plus à l'abri là-bas? Parce que le bruit courait qu'on arrêtait les hommes. Alors mon père habitait un petit studio qui appartenait d'ailleurs à notre femme de ménage du côté de la République et moi, on avait mis les hommes à l'abri. Parce qu'à Charlemagne, parce qu'à Louis le Grand, vous pouviez être interne, c'est ça? Oui, j'étais interne, j'ai oublié de vous le dire, j'étais interne. Alors que vous ne pouviez pas, il n'y avait pas d'internat à Charlemagne? À Charlemagne, il n'y en avait pas. D'accord. C'est pourquoi j'avais changé. Alors, je me souviens que j'étais déjà quand même passionné par l'affaire politique parce que j'ai un jour convoqué mon père à Louis le Grand et je lui ai dit je veux m'évader et je veux m'engager dans l'armée. Si vous calculez bien, j'avais 16 ans. 16 ans. Bon, il m'a dit bon, c'est bien mais t'es trop jeune. Ouais. Voilà. Le basculement, si je ne me trompe pas, c'est peut-être c'est la rafle du Veldiv ou il y a quelque chose, d'autres incidents qui vous semblent importants avant juillet 42? C'est tout le climat. Oui, mais pour une famille, nous étions juifs, certes, mais totalement pas pratiquants en plus. Mais ce qui se passait était inimaginable pour une famille comme la nôtre. Nous étions des Français comme les autres, juifs certes, mais c'est tout. Lors de la rafle du Veldiv, vous ne devez pas être concerné puisque vous êtes juif français. Ah ben non, je n'étais pas concerné. Mais je me souviens très bien qu'en allant au lycée, j'ai vu les autobus partout, les Allemands, les types qu'on faisait monter. Mais on ne savait pas non plus qu'à ce moment-là, on les arrêtait pour les massacrer. Oui. On pensait que c'était une arrestation administrative, à la rigueur, on allait les mettre dans des camps. Parce que il faut que vous sachiez que, enfin, tout le monde le sait, les camps, on a ignoré ça jusqu'à la libération. On ne savait rien, absolument rien. La rafle a eu lieu en juillet et on est parti fin juillet ou début d'août. D'accord. Parce que certaines familles juives de Paris ont eu aussi cette décision, ont pris cette décision, oui. Mais pas toutes. Il y en a beaucoup qui sont restés. Mais mon père était un homme réaliste. Oui. Et effectivement, nous connaissons des familles d'amis qui ont dit mais c'est pas grave tout ça, et puis qui ont été arrêtés et qui sont jamais revenus. Mais après la rafle du Veldiv, il y avait encore la zone libre.
mon père a dit on sera plus tranquille en zone libre. Y avait-il un point de chute dans la zone libre? Manifestement, il a dû se renseigner sur les coins qui étaient plutôt tranquilles. Et son idée générale, quand nous sommes partis, a été de rallier Grenoble. Déjà. Et manifestement, il n'avait rien de préparé. Nous sommes partis à Saint-Pierre-de-Moutier en train. Ouais. Mon père, ma mère, alors c'est rien. Mon père, ma mère et les 4 enfants. Et nous sommes aboutis à Saint-Pierre-de-Moutier. Et le passeur que nous avions nous a conduits à une baignade le long de l'Allier. On s'est mis en maillot de bain, tous. Et on avait chacun son rôle. Moi, je crois que je portais ma petite sœur, qui avait 5 ans. On avait chacun son rôle. Et puis à un moment donné, au signal dit, on a tous traversé l'Allier à pied parce que c'était un gué. On a vaguement nagé, mais c'était pas nécessaire. Et on est passé de l'autre côté. On a abouti chez des paysans en zone libre. Oui. De la zone libre, on est resté quelques jours dans le centre de la France, je ne sais plus où. Et puis on a rejoint Grenoble. Et à Grenoble, mon père a commencé par louer quelque chose dans une espèce de pension de famille crasseuse, hein, où on est resté le temps qu'il trouve un appartement à louer. Et il a loué un appartement près du lycée de Champollion. Donc vous avez repris vos classes? Et là, j'ai repris ma taupe. Parce qu'en fait, on arrivait presque au mois de septembre, au début septembre, le début de l'année suivante scolaire. Alors j'ai repris ma taupe. Alors là, c'est là que j'ai rencontré, par exemple, Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui était en taupe avec moi. Il y avait Belac aussi, qui était le ministre qui était plus tard ministre, qui était aussi en taupe avec moi. Et donc j'ai fait une première année de taupe assez tranquille. C'était ma première année. J'avais fait une année de préparatoire, donc une année de taupe. Et donc ça nous a conduit à 1900, je ne sais plus combien. Enfin, au printemps 43. Au printemps 43, oui, quelque chose comme ça. Évidemment, j'étais extrêmement politisé, mais à ma manière, c'est-à-dire. Et quelles étaient vos idées politiques à ce moment-là? J'ai adhéré, sans y connaître rien, j'ai adhéré aux jeunesses communistes. Mais je le raconte ça dans mes mémoires. Je n'y suis pas resté très longtemps parce que je ne le trouvais pas efficace. On allait lire les grands textes communistes dans la forêt. J'ai trouvé que comme résistance, c'était pas ce qu'il fallait. Donc, il y a eu un incident après, un peu particulier, c'est que mon père, qui ne faisait rien, sinon de vivre avec les réserves financières qu'il avait, mon père allait souvent aux séances du palais de justice. Et il a assisté comme ça au jugement d'un jeune étudiant qui s'appelait Georges Guérin et qui était jugé parce qu'il avait organisé à l'Institut électrotechnique où il était étudiant, il avait organisé une manif contre Pétain. C'est-à-dire que, je crois qu'ils avaient camouflé, il y avait une manifestation officielle, ils avaient camouflé, je ne sais plus exactement les détails, enfin bref, il avait camouflé les portraits de Pétain, il a fait quelque chose, en tout cas, il avait été arrêté. Il avait été arrêté, il a été jugé, là, il n'a pas eu grand-chose, et
en partant, mon père l'a accosté. Et ce Georges Guérin était déjà lié au début des mouvements de résistance, c'est-à-dire combat, franc-tireur, et donc il m'a entraîné là-dedans, un petit peu. Votre père? Non, Georges Guérin. Parce que Georges Guérin, père... oui, j'oubliais de vous dire, ce pauvre Georges Guérin, en sortant de prison, là, il ne savait pas où aller, et mon père lui a proposé de venir chez nous. Donc il est resté 6 mois chez nous. Vous savez, un père, c'est pas ça qui l'intéresse. Il veut que ses enfants ne prennent pas de risques, etc. Donc il savait à peu près rien de ce que je faisais. Il savait que... Il ne vous posait pas de questions? Pas tellement. D'accord. Puis j'étais quand même relativement libre, je sortais beaucoup, etc. Donc c'est par ce Georges Guérin que vous entrez en contact avec le mouvement de combat tout de suite? Oui, avec combat, franc-tireur et l'ensemble de ce qu'on a appelé les murs. Les murs. Mouvements unis de la résistance. Et vous vous souvenez du premier rendez-vous que vous avez eu avec vraiment un membre qui vous pose des questions, sur votre engagement, ce que vous pourriez faire, le moment où vous franchissez finalement le pas? Franchement, je m'en souviens plus très bien. Je sais que je suis devenu très vite l'agent de liaison de M. Richereau, qui a été ensuite directeur du Dauphiné libéré, après la guerre, mais qui était à l'époque l'un des dirigeants de combat, mais qui gardait aussi une certaine activité d'hôtelier à Grenoble. Parce que c'était ça, la résistance. On faisait de la résistance, mais on avait toujours autre chose à faire que ça. Donc, ce que j'ai fait très vite, c'est des liaisons. J'allais en vélo à Lyon, porter des plis. Vous aviez de bonnes jambes. Ah ben non, mais... Lyon-Grenoble Lyon-Grenoble, ça fait 100 km, quoi. Ouais, à l'époque. J'avais 16 ans, 17 ans, j'étais costaud. Mais vous étiez encore en classe? Ah ben j'étais en taupe, toujours. La première année de taupe, ça a été pas mal. Hein, parce que la résistance, quand même, prenait son départ. Mais la deuxième année de taupe, j'en ai fait très peu. J'en ai fait très peu, puisque... Alors là, je faisais beaucoup de liaisons, beaucoup d'activités de toutes sortes. Quand vous passiez les contrôles, vous racontiez quoi aux Allemands? Vous aviez votre carte et vous disiez, bon ben, je vais à tel endroit, mais ils vous demandaient pourquoi? Non, c'était tout à fait de la routine. Non, ils ne vous demandaient rien. Non, on n'était jamais inquiété comme ça. Parce que vous étiez jeune et ils faisaient confiance? Parce que j'étais jeune et parce que, vous savez, ils contrôlaient tout. Alors, je faisais partie aussi d'un groupe qui attaquait les mairies pour avoir des tickets de rationnement, parce qu'il fallait, pour alimenter les maquis, il fallait qu'on ait des tickets de rationnement. Pour entrer dans les mairies, on entrait habillé en agent de police. Et quand on était à l'intérieur, on les neutralisait. On prenait les tickets, et puis, vous savez, les gens, quand c'était comme ça, ils ne réagissaient pas beaucoup. Hein. Ils disaient, mais oui, prenez tout ce que vous voulez, et plus encore, si vous voulez. Mais il m'est arrivé ceci, comme l'organisation qui faisait ça, me donnait non seulement un agent, me donnait un costume, mais il m'avait donné aussi une carte de flic avec ma photo. Mm-hmm. Et c'est un incident idiot, en rendant le costume, ma carte est tombée par terre. Mm-hmm. Un honnête citoyen grenoblois a ramassé la carte. Il a vu que c'était une carte de flic, il l'a portée à la police. Si bien que, ça m'a beaucoup gêné, ils ont eu ma photo. Alors je me promenais avec un béret enfoncé sous oreille, des lunettes que je ne portais pas à l'époque. Et j'ai même vu les policiers après la libération qui m'ont dit, on vous a reconnu plusieurs fois, mais on n'a rien dit.
Bon, ben enfin, j'ai fait beaucoup de choses à l'époque. Est-ce que vous aviez conscience Non. du danger? Non, non. J'en Est-ce ai que eu conscience plus tard. On vous avait demandé de garder le secret, d'être quand même très discret, de prendre beaucoup de précautions? Oh, ça allait de soi, Ça allait de soi. ça allait de soi. J'étais, Quand vous alliez à Lyon en vélo, Oui. vous n'avez jamais subi de contrôle si, ça m'est arrivé. J'étais en vélo, je donnais ma carte. Hein. Bon, Pas de jamais fouillé, jamais vérifié les sacoches, j'ai jamais été regardé. fouillé. Non. Fouiller les sacoches, ça m'est arrivé. Bah, Mais vous mettiez où les plis alors que Comment vous les mettiez où oh, les je m'en plis? souviens pas dans ma poche, je pense. Franchement, je m'en souviens pas. D'accord. On s'arrangeait pour pas attirer l'attention. J'avais l'air assez jeune, j'étais un jeune en vélo. À l'époque, l'organisation de combat franc-tireur s'est installée à Autran, dans le Vercors. Ouais. Par exemple, j'ai assuré la destruction du local de la Légion des volontaires français contre le bolchevisme, À Grenoble. à Grenoble. J'ai attaqué plusieurs fois des gendarmes. Ça, c'était assez facile. Hein. On vous avait appris à tirer? Non. On vous avait mis une arme et puis C'était très risqué tout ça. Mais les gendarmes, quand on était plusieurs, généralement ils disaient rien. Hein. Enfin, j'étais chargé aussi à l'époque de faire sauter le local de la Légion. J'ai fait plusieurs trucs comme ça. Enfin, bref, Oui, ou j'imagine des établissements qui étaient liés à la collaboration. c'est ça. C'est ça. Le magasin des frères Dauphin que j'ai fait sauter aussi. La biscuiterie Brun? Ah, les biscuiteries, on les faisait pas sauter, on allait leur piller les biscuits. Là, j'ai fait plusieurs. Ça, c'était des opérations sans risque. On arrivait à 5 ou 6 avec un camion et on prenait tous les biscuits qu'il y avait. Hein. Ouais, ça, c'est un récit sur la résistance. L'événement le plus important, c'est que j'étais dans le Vercors au moment de l'attaque allemande. Et on a d'abord été pendant 3 jours se cacher dans la forêt des Landes, où les Allemands n'ont jamais été. Donc là, on était tranquille. Puis quand on a vu que c'était calme, on est redescendu. Alors moi, je suis redescendu et en redescendant, on descendait par des pas un petit peu que connaissaient les gens du pays ou nous, mais que les Allemands ne connaissaient pas. Donc c'était pas très risqué. Et je voulais savoir ce qui se passait à Grenoble. Je me suis donc arrêté chez un ami qui était potier, qui avait un atelier de poterie en face du Néron, c'est-à-dire tout à fait près de Grenoble. Et c'était un temps comme celui-là. Je mangeais des abricots chez lui. Et à un moment donné, la Gestapo est arrivée pour l'arrêter lui, pas moi. Hein. Et il était résistant aussi, c'était un ami résistant qui faisait partie de notre organisation que je connaissais bien et qui m'a donné les renseignements que je voulais. Donc je suis resté. Puis donc j'ai été arrêté avec lui. Là, tu n'étais pas tranquille. Oui. Alors, donc, à ce moment-là, ils nous ont emmenés en traction avant. Et incident quand même qui mérite d'être... J'étais donc entre 2 types dans une traction, mais pas avec monsieur, chacun de nous. Et à un passage clouté à Grenoble, près de la Gestapo, la voiture s'est arrêtée parce qu'une vieille dame passait. C'était ma mère. Vraiment une circonstance. Je ne l'avais pas vue depuis plusieurs jours parce que j'étais dans le Vercors. Je me souviens que j'ai dit maman. Il m'a dit qu'est-ce que c'est. Alors je dis c'est pas.
pourquoi tu dis ça? Je lui dis parce que j'ai eu peur. J'aurais dit j'ai eu peur, j'aurais pas dit qu'il aurait arrêté aussi. Alors donc, Elle vous a vu? non, surtout qu'elle était à moitié aveugle, déjà. Donc, on est arrivé au siège de la Gestapo, et M. Faure et deux autres, et on nous a mis dans une pièce où on était 4. Ils ont été vraiment quasiment massacrés, ils leur ont fait des aiguilles dans les épaules, des trucs. Moi, ils sont contentés de vraiment me battre. Au coup de poing, j'avais la figure toute noire. Et à un moment donné, c'était vraiment dans la dernière période de la guerre. Il y avait un type qui s'occupait de nous dans la pièce, puis il y en a un autre qui est arrivé excité, qui a dit « Alors je les emmène ?» Et celui qui s'occupait de nous, il a dit « Oui, tu peux les emmener. » Et puis, il a eu un temps de silence, et il a dit « Laisse le jeune. » Le jeune, c'était moi. « Laisse le jeune. » C'était... Même des salauds, parfois, de bonnes initiatives. Il a dit « Laisse le jeune. » Et voyons les trois, c'est-à-dire M. Chaix, M. Villiers et M. Faure, ont été massacrés quelques minutes ou quelques heures après dans la cour du lycée. C'est un miracle que j'ai échappé à ça. J'avais 19 ans. C'est un type qui était un salaud, mais pas à 100%. Il avait encore une... ça arrive, ça. Mais là, ils parlent en allemand, c'est des Allemands, là. Ah non, c'est des Français. Mais on vous emmène à la Gestapo? Ah oui, à la Gestapo française. À la Gestapo française. Oui. Où À la il nuit, y c'est avait pas un les- mélange c'est d'Allemands et C'est Français. pas des miliciens? Non. Des civils. Des civils français employés par la Gestapo. Et qu'est-ce qui vous arrive là, à ce moment-là? Ils vous laissent? Ils me vous laissent. gardent? Il me laisse et m'envoie dans la prison de Beaune. La prison de Beaune, c'était une prison qui était juste en face de la Gestapo, avenue Gambetta. Alors là, on m'a laissé 2 jours. Et puis, un jour, dans la nuit, on a regardé, les portes étaient ouvertes, il n'y avait plus personne, on est sorti. Alors je me suis dit, où est-ce que je vais aller? J'étais chez mon prof de taupe, que j'aimais bien, dont je connaissais la maison, et qui était tout à côté du truc de la Gestapo. Alors j'avais la figure toute noire. J'ai toqué chez ce prof à 2 heures du matin. Alors il m'a ouvert, il dit « Becker, qu'est-ce qui vous arrive ?» Je dis ouais, « je sors de la Gestapo, je ne suis pas rentré dans le... » Ah, il dit « Ah bon, rentrez ?» Je savais qu'il était sympathisant, comme on taupe, certains profs faisaient des remarques, ils laissaient savoir. Donc voilà. Et puis de là, je suis rentré dans la famille. Ah oui, vous n'êtes pas allé voir tout de suite vos parents? À Ah bah 2 non, heures du matin, non, rentrer voir non. votre père? Donc, par hasard, je me suis dit que je vais aller. C'était risqué, je ne savais pas ce qui se passait dehors. Ouais. Donc le mieux était de s'abriter quelque part et d'être informé. Il fallait toujours savoir. Voilà. Quelques jours, 2 jours après ma sortie de Gestapo, les Américains arrivaient dans Grenoble. J'ai commencé par faire par faire un peu de gloriole à Grenoble, parce que je me suis promené. Je ne payais pas dans les pâtisseries, on me payait. Donc ça a duré 3-4 jours. J'ai été à Chambéry, parce que j'ai immédiatement témoigné auprès du juge d'instruction. J'étais un peu un type exceptionnel qui était sorti d'un massacre. La plupart, ils n'étaient pas sortis. Ils ont fait en sorte que je témoigne. Donc j'ai été
je suis parti à Chambéry, j'avais un rendez-vous avec le juge d'instruction et j'ai raconté mon histoire. Et le soir même, pour répondre à une autre de vos questions, la secrétaire du juge d'instruction était une jeune fille de mon âge, charmante. Et j'ai passé la soirée dans une promenade romantique sur un bateau sur le lac du Bourget. Je m'en souviens encore. La Martine. Oui, oui. Au lac, l'année à peine a fini sa carrière et près des fous chéris qu'elle devait revoir, regarde, je viens seul m'asseoir sur cette pierre où tu l'as vu s'asseoir. Un soir, t'en souviens-t-il, nous voyions en silence, on entendait au loin sur l'onde et sous les cieux que le bruit des rameurs qui frappaient en cadence des flots harmonieux. Tout à coup, des accents inconnus de la terre, du rivage charmant frappèrent les échos. Ô temps suspend ton vol et vous, heures propices, suspendez votre cours, laissez-nous savourer les rapides délices du plus beau de nos jours. Assez de malheureux ici-bas vous implore, coulez, coulez pour eux. Voilà. Bravo. Comment vous la colorez finalement cette période? Je dirais que comme une période un peu compliquée. Plus compliquée que heureuse, non. Non. Malheureuse non plus. Compliquée, oui. Mais vous n'avez jamais eu à tuer, vous? Non. Je n'ai jamais dû tuer. Sauf un coup de canon, mais ça, je ne l'ai pas su. Ouais. Et vous n'avez pas de regrets sur ces 2 années-là? Oh non, non. Je trouve que ça m'a situé dans le système politique, social, etc. Ça m'a situé d'une façon un peu particulière, qui est loin d'être partagée et compris par tout le monde. Mais, C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai vécu l'histoire du pays de plus près quand même que la plupart des gens, avec une prise de contact, un intérêt particulier qu'ils n'ont pas. Et la vie dans le Vercors, ça vous a plu? C'était une vie d'aventure quand même. Oui, oui et non. Enfin, c'était un peu particulier. On avait dans une ferme qui était le point de ralliement des gens de combat qui faisaient des coups. Là, on vivait comme des gens qui étaient quasiment en vacances, hein, avec quelques rapports avec l'état-major. C'est la résistance. Ça n'a pas été très efficace, hein, dans l'ensemble. C'était pas une merveille de stratégie. Est-ce que pendant ces 2 années, vous arriviez un peu à suivre la guerre, mais la guerre sur le plan militaire, le déroulement des opérations? On la suivait tout à fait. On avait une carte sur laquelle on marquait les avances ou les replis des armées alliées. On était extraordinairement politisés à l'époque. On savait quand même que notre avenir, notre destin, tout se jouait là. Hein. Vous avez à un moment adhéré aux jeunesses communistes. Un peu plus tard, là, en 1944, quand vous êtes dans le Vercors, pour vous, le grand chef, c'est De Gaulle, c'est qui? Vous obéissez à qui? Quel est votre C'était personne? pas très clair, ça. C'était pas très clair. On était un peu gaulliste par moment, assez critique sur De Gaulle. À vrai dire, on ne se posait pas encore énormément de questions. Et puis j'étais jeune quand même. On suivait évidemment tout ce qui se passait à Londres, mais il n'y avait pas que ça. Et on était quand même assez critique sur De Gaulle, sur ses positions politiques. Et
On peut pas dire qu'on était vraiment gaullistes, mais on peut pas dire non plus qu'on était des adversaires. C'était assez compliqué la situation à ce moment-là. Et vous êtes retourné un peu dans le Vercors, Oui, retourné sur les lieux oui, souvent souvent. pour des cérémonies? Non, Non. pour balader. Et Ouais. alors? Oui. Le souvenir du Vercors venait, c'est très difficile à décrire. Vous êtes décoré à quel moment de la médaille de la Résistance? Tout de suite après, j'ai eu la Croix d'hier et la médaille de la Résistance. Dans quelles circonstances? Vous vous souvenez? Je ne sais pas exactement, parce que moi j'étais très occupé pour reprendre mes études. Est-ce que vous avez beaucoup revu vos camarades du Vercors, ceux qui étaient encore vivants, ou bien ceux de combat? Très peu. Très peu. Très peu, pour une raison assez simple, c'est que je suis pas revenu à Grenoble. Et est-ce que vous avez eu, à partir de 1945, quand vous reprenez vos études, le sentiment d'être simplement d'avoir fait votre devoir, ou d'être quelqu'un quand même un peu particulier? Ah oui, ça, d'être... donc j'ai fait cette année de taupe, j'ai passé le concours de l'X, j'ai été grand admissible, mais collé à l'oral, au grand oral. J'ai été reçu aux mines, je suis donc rentré aux mines. Donc, mais aux mines, j'avais avec 2 ou 3 autres qui étaient à peu près dans la même situation que moi, j'avais une situation un peu particulière. On prenait un peu les élèves titulaires qui n'avaient rien fait pendant la guerre et qui s'étaient fait recevoir au concours. C'était pas des gens de notre bord à l'époque. S'il y avait une certaine différence. Une fois devenu ingénieur, j'ai pas raconté. Dans une entreprise, ça se faisait pas de raconter sa vie. Donc personne n'a jamais su ce que j'avais fait ou d'où. Les gens n'étaient pas très curieux si on se prêtait pas. Et je ne m'y prêtais pas. J'avais parlé de la résistance dans ma boîte. Il y avait une certaine contradiction même. C'était pas sérieux, si vous voulez, d'être directeur d'une entreprise, d'avoir été un gamin qui posait des bombes. Je me suis fait virer un certain nombre de fois, parce que comme communiste, j'étais fiché. Alors à chaque fois, j'arrivais à me recaser. Je retrouvais une boîte parce qu'ils faisaient des enquêtes, mais parce qu'à l'époque, c'était dans la période tout de suite après-guerre, c'était très. Il y a beaucoup d'enquêtes de police sur les ingénieurs et tout ça. Mais c'était pas très bien fait. Hein. Alors, on passait entre les gouttes de temps en temps. Donc, je suis devenu aussi un des responsables de notre syndicat patronal. J'avais, inutile de vous dire, complètement abandonné toute idée communiste parce que d'abord je m'étais rendu compte que ça ne marchait pas et puis bon, ça a été comme ça. Donc je pense que c'était une préparation à la vie assez extraordinaire par rapport à ce que je peux vous dire. Je compare ça par exemple. Je vois l'un de mes petits-fils qui est polytechnicien. Alors, il est infiniment plus occupé par sa vie personnelle que par sa vie professionnelle, alors qu'il est dans un groupe important, qu'il pourrait. Et ça me surprend un peu. Étant ce qu'il est, il a des capacités tout à fait exceptionnelles. À sa place, j'aurais fait une carrière bien plus rapide et plus intéressante que la sienne. Ben, ça, je pense que c'est dû à la vie que j'ai eue au départ, qui fait qu'on m'a donné très vite
Sans le dire d'ailleurs, j'ai pas eu des responsabilités sous prétexte que j'en avais eu en faisant sauter des installations de collaborateurs, ça n'a rien à voir, mais j'étais prêt à avoir ces responsabilités, je les ai eues très vite. Vous définiriez évidemment comme un patriote, quelqu'un pour qui... Oui, Parce que finalement ce combat c'était pour la France que vous l'aviez mis. oui, oui. Oui, donc après je suis resté plutôt de droite. Je suis même devenu très très copain avec Lionel Jospin. Donc de sentiments plutôt socialistes, mais j'ai pratiquement, et ça à peu près 5 ans après 45, à partir de 50, je n'ai plus fait du tout de politique. Enfin, je m'y suis beaucoup intéressé, mais je n'avais plus aucune responsabilité politique. J'avais des responsabilités professionnelles assez lourdes. On vous doit certains grands monuments du XXe siècle en quelques-uns, France. oui. Vous pouvez peut-être en parler un peu, les quelques plus célèbres. Oh, les plus célèbres, c'est à la Villette. À Cannes, j'ai construit le palais des festivals de Cannes. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai surtout fait beaucoup d'HLM. Alors ça, c'est pas... j'ai construit tout Sarcelles, en particulier. J'étais probablement le premier ingénieur à faire 5000 logements d'un coup. À l'époque, on faisait 20 logements. Là, on en a fait 1000 par an pendant 5 ans. Voilà. Vous êtes resté communiste jusqu'à Budapest, 56 ou plus longtemps encore? Oh non, non, j'ai quitté très vite. J'ai quitté très vite. Jusqu'avant Budapest. J'ai construit Sarcelles, qu'est-ce que j'ai construit d'autre? Beaucoup d'autres. Ça doit être étrange de voir l'évolution de Sarcelles aujourd'hui. Oui, entre le assez, moment oui. où... Assez, oui. Ah oui. Mais J'y vais de temps en temps pour voir. C'est vrai? Oui, ça Et m'arrive. quel effet ça vous fait? Oh, pas d'effet particulier, mais je constate que ça évolue beaucoup. C'est encore debout. Oui, c'est encore debout. C'est encore debout. Hein. Vous avez construit des gares aussi. J'ai construit la gare à Lyon, une partie de Pardieu. La partie avec le hall d'entrée et la pendule. J'ai construit un centre commercial à Clermont-Ferrand. Qu'est-ce que j'ai construit beaucoup de trucs. Il y a la Légion d'honneur, la Croix de guerre, la médaille de résistance. À vrai dire, j'y reviens quand j'écris quelque chose dessus, mais c'est tout. J'en parle pas tellement. Hein. Vous n'êtes pas allé dans les classes pour en parler? Quand? Non. 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 J'en ai pas le temps. J'ai rien fait de pareil. On vous l'a demandé? Non. Franchement, je m'en balance un peu. Je m'en balance un peu. C'est pas des questions que je me pose quand là, maintenant, on me pose plus de questions parce que je deviens un produit rare. Ma première retraite, c'est en 85. 85, si vous calculez bien, ça fait plus de 30 ans. Eh oui. Toi, t'étais pas né, Mégane, en 85. Et vous vous ennuyez pas? Comment? Vous ne vous ennuyez pas? Non, pas vraiment. Mais justement, c'est grâce à ça qu'on ne lit pas. Ouais. Parce que si je devais compter sur l'environnement pour me distraire, Vous lisez encore beaucoup? Ah, beaucoup, beaucoup. Des livres d'histoire plutôt? Beaucoup de biographies. Ah oui? Est-ce que vous trouvez qu'on s'engage moins aujourd'hui? Est-ce qu'on s'engage différemment? Est-ce que ce serait sur le point de vue politique, dans des causes qui ne sont pas forcément politiques, qui peuvent être des causes sociales? Il y a des domaines, vous ne pouvez pas savoir combien
le fait d'avoir l'âge que j'ai vous met à l'égard de tout ça. Je ne sais pas, je ne sais rien. Je ne vois pratiquement pas de jeunes où ils viennent me saluer. Ils viennent me saluer, puis c'est tout. Je ne sais rien de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils font. Je me sens même un peu étranger dans ce milieu-là, parce que pour moi, mes attachements militaires, politiques, tout ça, c'était très important pour moi.